Et moi de ce côté-là. Attention aux meubles. Il y a quand même quelque chose de bien dans les appartements communautaires. C'est que c'est central. Tu sors et il y a une boulangerie, une épicerie, un tabac, de la vodka. On peut acheter tout ça à 2 pas. Dans les nouveaux quartiers, en revanche, et moi j'y ai vécu, c'est comme un exil. Tu crois vivre à Moscou, mais en fait tu es à Pétaouchnok. Et en plus, il faut que tu attendes 10 ans pour recevoir un appartement. On construit aussi des immeubles dans le centre-ville. Mais les gens qui y vivent occupent des postes très importants. Et on peut voir des panneaux qui indiquent que la circulation automobile est interdite de telle heure à telle heure. Et bien entendu, c'est toujours aux heures de pointe, afin que le bruit ne gêne pas les occupants de ces immeubles. Pourtant, quand on est moscovite, on doit dire que chez nous, tout est bien, que tout est merveilleux. Pour ce qui ne va pas, on n'en parlera pas et on s'en débrouillera. Tout est caché, tout le monde a peur. Ça a commencé à l'époque stalinienne, quand pour un mot de trop, on vous déportait en Sibérie, où on vous fusillait. Администрация, партийная профсоюзная организация нашего завода награждает почетной грамотой плотников воронежского цеха номер 1 товарища Шпатника Сергея Александровича за высокие производственные показатели и желают дальнейших успехов в труде. Sergueï, notre ouvrier modèle, est comblé de bonheur. Aujourd'hui, un diplôme de bon travailleur, demain, sa photo au tableau d'honneur de l'usine, et il y a 2 mois, un appartement individuel de 60 mètres carrés dans cette cité. Le grand confort, car une famille ne peut prétendre recevoir un logement neuf que si chacun de ses membres vit dans moins de 8 mètres carrés. Pour obtenir un appartement de ce type à Moscou, il faut s'inscrire sur une longue liste d'attente. Sergueï lui-même a dû patienter pendant 6 ans. Consolation pour notre ouvrier comme pour tous les soviétiques, les loyers sont très faibles, entre 3 et 5% du salaire moyen, qui est de 180 roubles, soit 1800 francs par mois. Bonsoir. Bonsoir. J'ai reçu mon diplôme d'honneur. Je te félicite. Merci. Vous pouvez constater vous-même, on a tout chez nous. Voilà Pouchkine, Dostoïevski, Tchekhov. Je vois que vous avez de très beaux meubles. Vous les avez achetés combien? 30 000 francs avec les fauteuils. Enfin, 30 000 francs avec tous les meubles. Et pour le tapis? Le tapis, nous l'avons payé 3500 francs. Et si ce n'est pas trop indiscret, vous gagnez combien? Moi, 2005, 2600 francs, prime comprise. Et vous? 3005, 3700 francs. C'est-à-dire plus de 6000 francs à vous deux, et vous vivez confortablement avec ces salaires? Ça nous suffit. Et vous avez une voiture? Oui. Ah, vous avez une voiture? Oui. Et elle coûte combien? 163 000. 163 000 francs? 16 millions et 300 000 centimes. Vous pouvez nous définir Moscou en 3 mots? Une beauté accueillante et, à mon avis, généreuse, notre Moscou. Orageuse, puissante, travailleuse. Pour en revenir au diplôme, ça a quelle valeur pour vous? C'est simple, quand vous voyez les yeux des jeunes, quand ils regardent leurs aînés recevant un diplôme, rien que pour cela, je pense qu'il est indispensable de décerner ces récompenses. Vous êtes membre du Parti communiste?
Non. Non, Les meilleurs des meilleurs deviennent communistes. je n'en suis pas encore digne. Un communiste doit être pur. Et je ne suis pas encore arrivé à cela. Moi non plus. Je ne suis pas digne d'être au Parti communiste. Être communiste, c'est être exemplaire. C'est une étoile à laquelle on se réfère. Ямщик лихой, он встал с полночи, ему взгрустнулось в тиши, и он запел проясни очи, про очи Moscou, c'est notre ville. Elle est très belle. Ces maisons nous plaisent beaucoup. C'est très agréable d'habiter là. On a beaucoup de verdure à Moscou. On a de belles places, de grands trottoirs. On a tout, tout, tout. Vous nous montreriez votre appartement? Que je vous montre mon appartement? Oui, dans quelques minutes. Il faut que je range un peu. C'est possible? La maison que nous habitons n'a pas d'ascenseur, parce que pour la reconstruction de Moscou, il a fallu raser beaucoup de baraques d'un étage et construire de grands immeubles en briques. Et comme il devait y en avoir beaucoup et qu'il n'y avait pas assez d'ascenseurs, on a donc décidé de construire très rapidement des maisons à 5 étages où il n'y avait pas besoin d'ascenseur. Mais c'était il y a longtemps. Et aujourd'hui, c'est dépassé. Car on construit des immeubles très hauts, à beaucoup d'étages, dans lesquels il y a systématiquement un ascenseur, ou même deux. Entrez. Voilà où on habite. On a notre appartement. Un studio de 30 mètres carrés. Nous vivons à deux ici, avec ma petite femme. Tout va bien pourvu qu'il n'y ait pas de guerre. Faut pas que nos enfants et nos petits-enfants connaissent de tels malheurs. Sinon, tout va bien. On est à la retraite. On vit librement et merveilleusement bien. C'est là que nous déjeunons, que nous dînons, que nous faisons la cuisine. Tout, quoi. Il y a un frigidaire, on a une table. Vous voyez, chez nous, c'est bien. On a de l'eau chaude, de l'eau froide. L'évacuation de la baignoire est raccordée à celle des WC. Pour nous deux, ça suffit. C'est bien. Nous avons notre Vladimir Ilitch Lénine qui est à l'honneur. C'est le fondateur de notre gouvernement soviétique. On a la télévision, on la regarde tous les jours. On regarde les informations tous les jours. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, on n'a plus de tsar. On a une classe ouvrière et paysanne. Le parti gouvernemental mène sans faillir une politique en faveur de l'homme. Donc, on vit avec un gouvernement merveilleux. Si un gouvernement capitaliste s'était occupé de tout ça, il aurait fallu une 50aine d'années pour construire tous ces immeubles. Vous aimeriez habiter dans ces immeubles modernes? Eh bien, pour nos vieux jours, ce serait pas mal. En tant qu'ancien combattant, je fais la queue sur une liste d'attente du comité de quartier.
pour qu'ils nous donnent un appartement avec ascenseur, ce qui nous fatiguerait moins, parce qu'on a mal aux jambes. Comme on dit chez nous, on verra bien. Ça se fera ou ça se fera pas. Loin d'être fatalistes, les jeunes soviétiques qui n'ont pas connu le stalinisme ne restent pas les bras croisés à attendre des jours meilleurs. Kostia a 25 ans. Il est tourneur-fraiseur, sa femme vient d'avoir un bébé, il vit dans une cité à l'apparence paisible. Il n'a pas été choisi par l'appareil. Il est de ceux qui s'expriment ouvertement, qui critiquent, qui revendiquent pour améliorer leur vie quotidienne. Le confort, il ne connaît pas encore. Il vit dans une pièce, il attend, comme tout le monde, un appartement plus grand. Il n'a pas de voiture, donc il ne retire pas ses essuie-glaces comme tous les automobilistes moscovites le font par peur du vol, mais il parle, et à visage découvert. J'ai des amis de mon âge qui vivent chez leurs parents dans un appartement communautaire. Eux aussi viennent d'avoir un bébé et ils ne peuvent pas avoir d'appartement. Ils vont travailler à l'usine car en ce moment on manque de main-d'œuvre pour les travaux physiques. On leur a dit venez travailler et au bout d'un certain temps vous aurez un appartement. Alors ils travaillent 5 ans. Et puis on leur dit « Désolé mon pote, on ne peut pas t'aider. Il faut aller voir le directeur, trembler, se plaindre, s'humilier, pleurer sur sa vie et dire « Pitié, donnez-moi un appartement. » Mais pourquoi il faut faire tout ça? Quelqu'un est responsable. Je ne veux pas dire que c'est le gouvernement, mais il y a des coupables. Je suppose que les problèmes n'existent pas que chez nous, enfin je ne sais pas. Médaillée et fière de l'être, Xenia a un sacré petit bout de femme d'1,50 m. Elle milite au Parti communiste depuis sa jeunesse. Travailleuse de choc, il y a 2 ans, elle décide de rester aux commandes de son tramway plutôt que de partir à la retraite. Elle veut rester utile à tout prix. Elle vit dans une pièce et ne s'en plaint pas. Pour elle, le présent et l'avenir sont radieux. Pour moi, le travail, c'est une loi. J'ai commencé à travailler très jeune. Et j'ai tellement travaillé que j'ai construit mon propre bonheur dans le travail. Mon travail n'est pas facile, car il demande beaucoup d'attention. Mais c'est quand même merveilleux d'exercer cette fonction. D'abord, parce que c'est un travail généreux et noble à la fois. Nous transportons des gens de tous les quartiers de Moscou, et même des étrangers. On s'occupe d'eux, et ils sont très contents. Camarades passagers, n'oubliez pas de payer votre ticket de transport, s'il vous plaît. Le contrôle des billets se fait entre vous. Libérez rapidement l'usage du distributeur de billets. Ceux qui se trouvent au fond du wagon, faites passer l'argent jusqu'aux caisses et réclamez votre billet.
Dans toutes les grandes capitales du monde, il y a de la publicité au mur. À Moscou, on n'en voit pas du tout. Moi, j'imagine pas Moscou avec de la publicité. La publicité, à mon avis, ça ne sert à rien. À Moscou, on nous protège contre ça. Et si on a une quelconque publicité, c'est qu'elle est essentielle. Nous, dans la ville, on a beaucoup de slogans. Je trouve que notre ville est plus belle comme ça. Et notre pays est le meilleur. Toutes ces phrases banales comme le slogan « L'économie doit être économe », c'est ridicule enfin. Ce slogan qui est suspendu à tous les coins de rue et qu'on oblige les pionniers, les petits-enfants à écrire dans leur rédaction. Et si le gosse ne met pas cette phrase ou une autre appartenant aux nouveaux dirigeants, il n'aura pas 10 mais 8. Même s'il a fait un bon devoir. Tous ces slogans ne sont pas là pour rien. Quand on regarde la télé et qu'on raconte ce qui se passe dans le pays, qu'on nous rabâche toujours les mêmes choses seulement en faisant des phrases différentes, ça nous fait rire parce que c'est ridicule. Mais il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas s'en rendre compte. Ils ne réalisent pas. Ils ne sont pas conscients. Il y a beaucoup de slogans qui disent que nous nous battons pour la paix, et puis il y a ceux sur la construction. Vous parlez de construction. Vous aimeriez habiter dans les quartiers que vous traversez avec votre tram? Non, j'aimerais pas. Le tram fait trop de bruit et beaucoup s'en plaignent. Même si on peut avoir un bel appartement confortable dans ces cités, c'est pas fait pour celui qui veut se reposer. Quand je vais rendre visite à des amis auxquels on a attribué un logement de ce genre, je me sens pas à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est trop haut, soit les immeubles sont trop espacés, ou il y a trop de bruit. J'ai jamais pu imaginer qu'on me fasse vivre dans ces immeubles. Et à propos de ces constructions, il y a beaucoup de controverses à Moscou. Des polémiques à Moscou, cela vaut le déplacement. Près de l'hôtel Pékin, place Mayakovsky, siège l'administration de l'urbanisme de Moscou. Dans la capitale et dans toute l'Union soviétique, la ville, l'urbanisme, sont gérés centralement par les autorités administratives et le parti. Sur le papier, les architectes ont donc tous les pouvoirs. Ils contrôlent l'implantation des logements et des entreprises. Tous les terrains appartiennent à l'État et la spéculation immobilière est pour eux une maladie capitaliste. Pourtant, les urbanistes se noient dans une situation paradoxale. Ils ne parviennent pas à bloquer la croissance de la ville à son seuil actuel de 9 millions d'habitants, car les entreprises moscovites, qui appartiennent elles-mêmes à l'État, n'en font qu'à leur tête. Elles embauchent massivement des travailleurs non moscovites qui gonflent inexorablement la population. Une véritable salade russe dans laquelle s'ajoute un nouvel ingrédient, l'émergence d'une opinion publique plus sensible à la qualité du logement et du cadre de vie. Je pense que maintenant, il est temps de reconnaître que ces grandes tours d'habitation que nous avons conçues il y a longtemps ne conviennent plus, tant aux architectes qu'aux moscovites. Les gens peuvent-ils exprimer leur opinion? Oui, sans aucun doute. Comment doivent-ils s'y prendre? Il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent envoyer des lettres aux organisations gouvernementales, aux partis ou encore aux journaux. Notre profession a l'obligation de répondre à ces lettres dans un délai d'1 mois. Et celui qui ne le fera pas sera châtié. À voir cet immense chantier désert à l'ouest de Moscou, on peut penser que l'opinion des moscovites commence à être prise en considération par les architectes.
Vous voyez un genre de colonne de Buren de Paris. C'est le grand chantier dans lequel on fait le grand monument de victoire du peuple soviétique contre le fascisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez le musée et le grand monument qui a été décidé de faire il y a 10 ans, mais aujourd'hui, l'opinion publique est tout à fait opposée à ce monument et aujourd'hui, on a proposé de faire un nouveau concours pour trouver la meilleure solution pour ce grand monument. Et pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que on a décidé, ce monument était très simplifié, c'est-à-dire identifié entre grand victoire et grand monument. Mais aujourd'hui, les artistes avant tout, mais toute la société artistique, premièrement, mais aussi les différentes couches du peuple, ils sont contre telle idée simplifiée. Et on voudrait trouver quelque chose de plus expressif peut-être. Aussi impossible d'imaginer le bâtiment de ce genre, bâtiment de l'université de Moscou, qui était fait aux années 50, construite aujourd'hui. Et on voudrait trouver quelque chose de plus expressif, plus logique ou plus profond. Du haut du mont Lénine, les moscovites viennent souvent contempler les 7 gratte-ciel, les 7 sœurs, les 7 cathédrales qui veillent sur la capitale depuis 35 ans. Ministères, universités, hôtels ou immeubles d'habitation, ils peuvent atteindre 240 mètres de hauteur. Bâtis dans les années 50 sur ordre personnel de Staline, ils constituent le fleuron de l'architecture stalinienne de Moscou. Voici l'un des 7 monuments qui provoquent un grand intérêt chez les architectes du monde entier. Ils ont été érigés après la Seconde Guerre mondiale. Le pays était fortement détruit et les soviétiques gravement ébranlés. Alors il fallait créer un style de monument à la victoire héroïque du peuple vainqueur. Il était indispensable de construire des édifices aussi grandioses, aussi gigantesques, qui devaient encourager le peuple à traverser les difficultés de l'époque. Cette colossale statue créée à l'occasion de l'exposition internationale de 1937 à Paris illustre parfaitement le réalisme socialiste qui domine l'architecture dans les années 30-50 à Moscou. Un art monumental qui doit avant tout délivrer un message social et politique, ici l'exaltation des nouveaux héros de la société soviétique, l'ouvrier et la kolkhosienne. Avenue Gorky, avenue Lénine, Kirov, Dzerzhinsky, autant d'immenses perspectives qui pénètrent jusqu'au cœur du vieux Moscou. Pour tracer ces avenues, les urbanistes ont employé les grands moyens. Destruction systématique des quartiers historiques, ou plus performant, raser un immeuble à sa base et le faire reculer sur des rails à une dizaine de mètres. Staline exigeait du monumental, ses ordres ont été exécutés. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты радость моя и моя беда. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты радость моя и моя беда. Quelques quartiers, quelques monuments ont heureusement survécu à cette politique du bulldozer. Et puis il y a une dizaine d'années, un groupe d'architectes marginaux découvre le mot réhabilitation. Ils se battent pour sauver les plus vieux immeubles de la capitale, des petites maisons qui avaient été construites sur les cendres de l'incendie de Moscou par Napoléon en 1812. Aujourd'hui, la mairie de Moscou en a fait son cheval de bataille
et une trentaine de voies piétonnières doivent être aménagées dans ces quartiers historiques. Inaugurée il y a quelques mois après 3 années de travaux, voici la première rue piétonnière de l'Union soviétique, l'Arbat. L'Arbat est aussitôt devenue la promenade favorite des moscovites et l'attraction des provinciaux, avec comme point de mire la maison de Pouchkine, qui tombait en ruine et qui devait être rasée. Elle est aujourd'hui entièrement restaurée. Depuis 12 ans, nous travaillons pour sauvegarder le caractère historique de cette rue. Alors, quels problèmes avons-nous rencontrés? Nous nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés. Avant tout, à l'incompréhension obstinée de certains de nos collègues, et nous avons perdu plusieurs années à leur prouver la nécessité de conserver cette rue et ces maisons, indispensables, selon nous, à la mémoire historique de Moscou. Tous les gens qui connaissaient ce quartier ont activement participé à la reconstruction, en donnant leur avis, en écrivant des lettres, avec de nombreux récits expliquant qui habitait dans telle maison, ce qu'il faisait, ce qu'il s'y passait. Tout à coup, cette réhabilitation de l'Arbat a déclenché un véritable élan patriotique chez les citoyens. Les moscovites devaient en avoir gros sur le cœur, car il y a 20 ans, ici, à quelques mètres de l'Arbat, à la place de ces immeubles administratifs de 25 étages et de cette avenue de 70 mètres, il y avait la même petite rue typique. Depuis, c'est l'avenue Kalinine, surnommée le Dentier de Moscou. Seul vestige, cette petite église aux croix sciées qui a été transformée en aquarium. Incendiées, rasées ou laissées à l'abandon, les 1600 églises de Moscou ont vu rouge depuis la Révolution d'octobre. Aujourd'hui, les quelques survivantes, souvent étouffées par des immeubles modernes, abritent des administrations, des bureaux ou sont devenues des musées. Une dizaine d'églises seulement restent ouvertes au culte et les croyants qui les fréquentent prennent des risques considérables en affichant leurs convictions religieuses. Dernièrement, dans la foulée de l'ouverture des voies piétonnières, le gouvernement a décidé d'allouer des sommes importantes pour restaurer les édifices religieux. Les ballets Berioska, ensemble folklorique connu dans le monde entier, ont profité de ces subsides pour retaper un vieux monastère dans lequel ils ont installé leur salle de répétition. En fin de tournée, on a toute hâte de rentrer à la maison. Et même pour vous dire, quand l'avion atterrit, beaucoup d'entre nous pleurent. L'air de Moscou est bien meilleur, ne serait-ce que pour ça. Je me souviens de notre voyage en Amérique latine. Ce qui nous a frappés, c'est l'énorme contraste qui existe entre les pauvres et les riches.
On voit des pauvres qui dorment dans la rue, sur des papiers, et à côté de ça, des voitures très luxueuses qui roulent dans les villes. Et tout ça nous a fait faire des comparaisons avec notre vie de moscovite. Et selon vous, à Moscou, il n'y a pas de contraste? Dans la vie, il n'y a pas d'égalité. Je n'ai jamais aimé les blablas du style liberté, égalité, fraternité. Il n'y a pas de feuilles identiques sur le même arbre. L'homme qui se permet de parler ainsi est une des stars de la société soviétique. Ilya Glazunov est un peintre vénéré. Il est le seul à avoir pu, de son vivant, exposer dans la célèbre salle du manège. 2 millions de moscovites ont fait la queue pendant des heures pour admirer pas moins de 600 tableaux. Une œuvre qui marie habilement les racines de la vieille Russie et l'idéologie communiste d'aujourd'hui. Moscou est un cœur. Si vous écoutez la terre, elle vous transmettra tout l'amour, l'histoire des drames, du sang, des victoires, des destructions, des humiliations que notre grand peuple a vécues pendant des siècles. Tout cela a édifié le pays le plus illustre, avec ses monuments surprenants, sa poésie, sa musique, sa littérature, sa peinture, et qui s'appelle Russie. On a écrit que celui qui est contre Glazunov est contre la Russie. Jean-Marie, je voudrais vous montrer maintenant ce que personne n'a encore jamais vu. C'est aussi Moscou. Je ne fais pas partie des privilégiés. Je ne vois pas en quoi vous ressentez chez moi un statut particulier. Dans une société où est proclamée l'égalité et la lutte des classes, comment est perçue votre vie? Pourquoi devrais-je comparer ma vie à celle d'un clochard et en déduire que je suis un privilégié? Je trouve que j'ai un petit atelier si je compare avec celui des autres peintres. Mais je vous conseillerais d'aller filmer les appartements du pianiste Richter, de la danseuse étoile Plisetskaya, de l'acteur Ulyanov ou du poète Evtushenko. Ils habitent tous des appartements 10 fois plus grands que le mien. Il faut que vous sachiez aussi que l'échelle des salaires en URSS est très importante. Si on prend le salaire de la danseuse Plisetskaya, d'Ulyanov, de Richter ou du danseur Moïseïev, on peut constater que ces salaires sont très différents de la paie de ceux qui déchargent les sacs de charbon à la gare. Et comme tout le monde le sait, notre Moscou de plus de 8 millions d'habitants n'est pas qu'une ville de travailleurs, mais le clergé y est présent. Il y a des académiciens, des cosmonautes, des chauffeurs de taxi, des ministres, des directeurs de magasins. Donc en parlant de Moscou, on peut s'étonner des merveilleuses conditions qu'on offre à ces gens-là. Je veux dire qu'on offre à ceux qui donnent si peu à la société, alors que parfois ceux qui donnent beaucoup à la société ne reçoivent pas suffisamment. La queue, la plus célèbre institution de la société soviétique. On fait la queue pour tout à Moscou. Appartements, mais aussi vêtements, alimentation et ici, alcool. Hier, le vin et la vodka, bien sûr, se trouvaient partout, même dans les boulangeries. Aujourd'hui, depuis la vaste campagne anti-alcoolique lancée par Gorbatchev, l'alcool est une denrée rare. Résultat, les queues pour le vin sont les plus longues de Moscou. Думаю, что очереди сделаны для того, чтобы люди занимали свое свободное время. Чтобы они не думали.
И чтобы забыть серость жизни, они пьют. Это как наркотик для них. Это позволяет им легче вырваться из своих проблем. Им надоело жить одними обещаниями. Люди хотят жить. Вот так, если вы хотите знать мнение простого шофера такси. Vous l'avez acheté combien? 4 roubles, 40 francs. C'est du pain liquide. On tiendra le coup, on tiendra le coup. Tout ça est parfait, nos queues sont belles. Regardez, les Russes font la queue. Voilà comment ça se passe, mais ce n'est pas grave. Les Russes sont patients. Vous n'avez pas le droit de filmer, c'est de la provocation. Partez. Montrez-moi votre autorisation. Allez-vous-en, allez-vous-en. S'il y a des queues à Moscou, c'est à cause de tous les gens de la province. Il n'y a que comme ça que j'explique les queues. S'il n'y avait que des moscovites à Moscou, il n'y aurait pas de queue. Ah bon? Mais écoutez, je ne comprends pas très bien. Il y a quand même des moscovites dans les queues. Ce n'est pas possible autrement. Dans les queues pour l'alcool, par exemple, il y a des moscovites. Oui, dans l'ensemble, ce sont surtout des moscovites. Mais ces derniers temps, non, ces derniers mois, les queues pour le vin ont considérablement diminué. Et ça, on le remarque parce qu'on mène une lutte active contre l'alcoolisme et d'autres choses néfastes de ce genre. C'est un objectif qui réussit et à l'heure actuelle, personnellement, je ne remarque plus d'énormes queues. Les queues font bel et bien partie du paysage urbain de Moscou. Il y en a partout. Le moscovite fait la queue par nécessité, mais aussi par réflexe. Pour lui, une longue file d'attente, c'est toujours le signe qu'il y a quelque chose d'intéressant à acheter. Une de ces marchandises introuvables en temps normal, des légumes frais, des fruits, du café, certaines viandes. Face à la pénurie, le moscovite est très organisé. Comme il n'y a pas de carnet de chèques en Union soviétique, il a toujours sur lui assez d'argent pour saisir l'occasion. Il se tient constamment informé des arrivages et il n'hésite pas à traverser toute la ville et à patienter pendant des heures pour acheter ne serait-ce qu'un simple chou. Il existe pourtant à Moscou des lieux où il n'y a pas la queue et où on trouve tout. Ce sont les marchés kolkhoziens, les épiceries fines de la capitale. Ces paysans ont fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres en voiture, le coffre plein à craquer de légumes, ou plus étonnant, en avion, avec des paniers de fruits en guise de bagages. Пожалуйста, дорогие москвичи, последние грибы уже к осени, больше не будет. Белые грибы, хорошие. Пожалуйста. Les salariés des kolkhozes, les exploitations agricoles collectives appartenant à l'État, vendent ici pour leur propre compte les produits qu'ils récoltent sur leur lopin de terre. Curieusement, le marché kolkhozien constitue un oasis capitaliste au cœur de la ville soviétique. Les prix ne sont pas fixés par le gouvernement, ils obéissent au simple jeu de l'offre et de la demande. Conclusion, pas le moindre signe de pénurie, mais des prix 10 fois supérieurs au cours officiel. Смотри, какая красота. Смотрите, красивенькие, молоденькие. Смотрите, какие хорошие поросятки. Берите, пожалуйста. Aujourd'hui, on dit que le gouvernement lutte contre les trafiquants, surtout en ce qui concerne les cassettes de musique, les magnétophones, les vêtements. On peut acheter à un trafiquant un t-shirt, des baskets de bonne qualité qui peuvent durer 5 ans, qui ne craqueront pas tout de suite comme celles qu'on achète dans les magasins. Et puis il y a des magasins spéciaux. On dit qu'il n'y en a plus. Des magasins pour le gouvernement et pour le parti. Ceux qui ont des décorations. Et eux, ils peuvent entrer et acheter des produits de qualité, des ananas, certains vêtements. Enfin, tout ce que ne peuvent pas s'acheter les autres.
Moi, ça me plaît pas, ça. Pourquoi quelqu'un du gouvernement ou du parti peut se permettre ça, alors qu'un simple travailleur ne le peut pas? Lui, il faut qu'il fasse la queue pour s'acheter un saucisson immangeable et qui pue. Alors il faut se débrouiller. Nous, à notre mariage, on a pu se procurer en cachette de la nourriture qui venait des réserves du GOUM. Sur la place Rouge, à 2 pas de la cathédrale Saint-Basile, en face du Kremlin, se trouve le magasin le plus prestigieux de Moscou, le GOUM. C'est le véritable pôle d'attraction de tous les soviétiques qui viennent à Moscou spécialement pour faire leurs achats. La capitale, et le GOUM en particulier, sont en effet nettement mieux approvisionnés que le reste du pays. Russes, Géorgiens, Arméniens, Caucasiens se mêlent aux citadins dans cette gigantesque vitrine aux 130 boutiques. Apparemment, les moscovites sont devenus des clients exigeants. Ils n'hésitent plus à réclamer des articles à la mode. Ici, la robe triste a cédé quelques cintres aux vêtements de couleur, avec des coupes modernes et des matières de meilleure qualité. Mais au GOUM, comme dans tous les magasins de Moscou, les prix semblent bien supérieurs à ce qu'un soviétique peut s'offrir officiellement. Un jean ou une paire de bottes made in URSS coûte plus de la moitié du salaire moyen. Un prix qui ne semble pourtant pas décourager le client. Celles-ci valent 320 francs. Vous gagnez chacun 1500 francs par mois. Ces chaussures vous semblent chères par rapport à votre salaire? Si vous voulez comparer avec la France, il faut que vous sachiez que notre salaire est net. Je sais que chez vous, les impôts sont très élevés, mais ici, ils sont retenus à la base, avant le salaire. Et pour le loyer, c'est sans aucune mesure avec vous. Nous payons un loyer ridicule. 140, 150 francs pour notre studio. Et donc, ça ne pose aucun problème d'acheter quoi que ce soit. Pour le téléphone, l'abonnement est de 25 francs par mois et les communications à l'intérieur de Moscou sont gratuites. Le eau, le gaz et l'électricité, ce ne sont que quelques francs. Donc, on n'a pas de problème d'argent. Petit loyer, petite charge, mais à quel prix? Voici la baboulia de Nikita. À Moscou, dans chaque immeuble, et souvent à chaque étage, une grand-mère note, pour quelques roubles, les allées et venues des locataires. Nikita est artiste peintre. Il reçoit ce soir ses amis écrivains et musiciens pour leur présenter ses dernières toiles. Lorsque les moscovites se réunissent pour parler à cœur ouvert, ils ont un réflexe étrange. Ils mettent le téléphone hors de la pièce et ferment la porte, car cela ne fait aucun doute, leur conversation peut être écoutée, même si le combiné est raccroché. Ce geste de peur ne les concerne pas. Artistes marginaux, ils se donnent le droit de parler librement. La pire des malédictions que l'on peut souhaiter à quelqu'un, c'est de lui dire « Je te souhaite de vivre sur ton salaire ». Cela veut dire que les moscovites n'ont pas assez d'argent pour vivre? Moi, je n'en ai pas assez parce que je ne mets pas assez d'énergie pour en gagner plus, car j'ai d'autres centres d'intérêt. Il y a des gens qui essaient par tous les moyens de gagner plus. Soit ils travaillent beaucoup, soit ils volent sur leur lieu de travail, soit ils spéculent. Le salaire moyen est de 1800 francs par mois. Vous pensez que c'est suffisant pour vivre? C'est très juste, et on ne peut vivre que très timidement avec une telle somme. Mais il y a le travail au noir, et ceux qui veulent vivre mieux font le nécessaire. Il y en a qui ne dorment pas la nuit, qui travaillent sur un lopin de terre pour cultiver quelque chose, ou ils font de la couture pour vendre des vêtements. Il y en a qui réparent des voitures, des postes de radio. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils ont toujours quelque chose à faire. Et ils n'ont qu'un seul souci, c'est de gagner encore plus d'argent pour s'acheter des choses sympas qui valent 500 000 ou 10 000 francs. Je sais une chose, c'est que le travail au noir, ça marche bien. Est-ce que vous aimeriez voyager, exposer à l'étranger? Pour ne pas te laisser sortir du pays, ils peuvent invoquer n'importe quel prétexte. J'avais rempli tous les formulaires et quelques jours plus tard,
j'ai été convoqué par l'administration centrale. Était présent le directeur de la commission des visas, le responsable du comité régional du Parti communiste, et ils m'ont posé des questions plutôt curieuses. Par exemple, quel était le dernier livre que j'avais lu? J'ai répondu Čapík, et cela les a fait réagir bizarrement, car cet écrivain n'a pas d'étiquette. Il est ni pour ni contre le gouvernement. Alors le type du comité du parti s'est levé brutalement, et il a dit, vous savez, il ne sait pas faire des tractions musculaires. Et donc, il ne faut pas le laisser aller en Angleterre. Parce que, imaginez qu'il doit faire des tractions musculaires là-bas, rendez-vous compte quelle image il donnerait de l'Union soviétique. Et c'est pour cette raison que mon voyage en Angleterre s'est arrêté là. Chaque week-end, c'est la fête au parc Gorki. Gigantesque patinoire en hiver, Luna Park vieillot le reste de l'année, le parc Gorki, le plus célèbre parc de loisirs de la capitale, fait chavirer le cœur des moscovites. Situé en plein centre de la ville, c'est un immense espace vert avec des lacs, des étangs, une petite parcelle des 1600 hectares de bois, de jardins, qui font de Moscou une des villes les plus vertes du monde. Poumon de Moscou, le parc Gorki délivre aussi de l'oxygène à la jeunesse soviétique. Au cœur du parc, voici l'une des rares discothèques de Moscou. Mais pour ces jeunes, le plaisir est encore encadré. La discothèque ferme à 22 h. Il est interdit de fumer et de boire de l'alcool. Vous considérez qu'il fait bon vivre à Moscou? Mais on n'a rien vu d'autre. Bah oui, c'est évident. Si on était à Paris, on dirait qu'il fait bon vivre à Paris. Si j'étais allé à Paris ou à New York, je pourrais choisir où je peux vivre. Pour nous, moscovites, c'est simple. Il ne peut rien y avoir de mieux que la capitale, que Moscou. Mais comment peux-tu dire ça? Tu as vu quelque chose d'autre pour pouvoir en parler? Mais c'est pas parce que j'ai rien vu d'autre que je peux pas avoir d'avis. Est-ce que vous considérez qu'il y a suffisamment de centres pour la jeunesse? Non, pas assez. Pas assez. Peut-être que pour la jeunesse communiste, les komsomols, il y a suffisamment de choses de faites. Mais pour la jeunesse en général, enfin je parle de nous, non, on n'en fait pas suffisamment. C'est pas comme pour les syndicats de la jeunesse. L'entrée de la discothèque est à 5 roubles, c'est-à-dire 50 francs. C'est beaucoup d'argent lorsqu'on ne travaille pas. Chez nous, la réglementation du travail dit... Oui, enfin la réglementation dit qu'on ne peut pas rester 2 mois sans travailler. Et si vous ne travaillez pas pendant plus de 2 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est un risque et péril. Ouais. Si je ne travaille pas, on me met en tôle. Tenez, regardez, ils ont même leur propre journal, les komsomols. Je sais de quoi je parle. Ouais, parfaitement, je sais de quoi je parle. Il faut dire comment ça se passe ici. Ah bon, vous avez envie de parler. Bien sûr qu'on va parler, absolument. Pourquoi on cacherait quelque chose? Voilà nos visages, voilà, regardez. Je pense qu'on attend plus. On voudrait que ça progresse. On veut que ça se sache. Et puis on voudrait plus de démocratisation. Si on peut utiliser ce mot-là. Tout ça, on nous le promet. Cela, on nous le promet. Petit à petit, j'espère qu'on arrivera à un compromis acceptable. Pourquoi ne pas donner un... Depuis l'enfance, nous connaissons la peur face au KGB. Je pourrais vous parler de beaucoup de problèmes que rencontre la jeunesse soviétique. Par exemple, en ce qui concerne la littérature, celle qu'on aimerait lire et à laquelle nous n'avons pas accès. Я считаю, что наш закон не гарантирует права человека. Так, чтобы мы могли спокойно жить. Выражать свои мысли. Свободно передвигаться. Не только таксисты.
Но все советские люди уже давно устали от этой жизни. Ничего не меняется, а советский человек все еще надеется. Может быть, кому-нибудь удастся даже выжить до того дня, когда жизнь будет светлая. И мы еще надеемся. Все еще надеемся.